Je sais pas de quoi il est accusé, mais il a l'air sacrément coupable. Ce mème, qui a fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques années, cache une réalité beaucoup plus hardcore et carrément moins fun. Il a l'un des casiers judiciaires les plus sinistres du monde du MMA, tout en étant le frère du combattant le plus légendaire et angélique de l'histoire du sport. C'est presque biblique, Caïn et Abel, mais en version slave. C'est l'histoire d'un des personnages les plus sombres et les plus troubles de l'univers du MMA, tout en étant l'un des plus talentueux. De la foudre dans les poings, mais de l'orage dans la tête, c'est l'histoire d'Alexander, la faucheuse, Emelianenko. Dire qu'Alexander a eu une jeunesse agitée serait un euphémisme. Entre bagarres de gang à plusieurs centaines, consommation de substances et 400 coups avec ses compagnons de fortune, il ne constitue pas, mais alors pas du tout, ce qu'on qualifierait d'exemple. Et difficile de dire exactement d'où vient cette volonté destructrice qu'il gardera toute sa vie, il y a probablement plusieurs facteurs, mais on a déjà quelques pistes. Un de ses premiers souvenirs sur cette terre fut celui d'un soir où il fut purement et simplement oublié au jardin d'enfants par ses parents. Son père et sa mère, travaillant jusqu'à tard dans la soirée, ne s'étaient pas mis d'accord sur qui était allé censé le récupérer l'après-midi, alors il resta seul avec le gardien du jardin d'enfants jusqu'aux dernières heures de la soirée. Ce dernier avait même tiré un matelas et fait le lit pour Alexander, persuadé qu'au bout d'un moment, le gamin allait devoir rester dormir sur place jusqu'au lendemain. Et alors là déjà on imagine que pour faire naître un traumatisme chez un petit humain, là c'est un billet direct en classe affaires quoi. Et d'ailleurs la raison pour laquelle on connaît cette histoire, c'est parce que c'est la première chose qu'il a racontée lorsqu'un journaliste est venu chez lui lui demander ses premiers souvenirs d'enfance. Et ça, additionné, selon les dires du concerné, à des coups de ceinture lorsqu'il ne se comportait pas correctement, et à la difficulté des parents pour boucler les fins de mois, ce qui impactait la qualité de ce qui arrivait dans l'assiette des jeunes Emelianenko, ça n'a pas dû aider beaucoup à construire le jeune russe. En tout cas, quelles que soient les raisons de son comportement, il déserte l'école dès le premier jour pour aller s'amuser avec ses amis. Il se bat constamment dans l'enceinte scolaire et en dehors, et ses notes dégringolent. Et pour ne rien arranger dans sa propre famille, il souffre constamment de la comparaison avec son grand frère Fedor, brillant dans tous les domaines de son côté. Et en parlant de Fedor d'ailleurs, de 5 ans son aîné, c'est grâce à lui qu'il se développera un talent pour les sports de combat. En tant que grand frère, Fedor devait surveiller Alex et faire le babysitting. Mais comme il était hors de question pour lui de louper les cours de sambo, il l'amenait avec lui à l'entraînement où le petit garçon a commencé à imiter les mouvements et apprendre par l'observation. Et c'est ainsi que commence sa carrière de pratiquant qui révélera son véritable talent dans cette vie. Mais les parents ne pouvant pas être très présents à cause de leur travail, le jeune trublion explique qu'il a été élevé par la rue de sa ville de Sterioscol. Il dit « On a été complètement livrés à nous-mêmes dans la rue. C'est là-bas que tout se passait. C'est elle qui nous a élevés et qui a fait de nous des hommes. » Il se rappelle également de règlements de compte entre bandes rivales, histoire qu'il raconte en se perdant lui-même dans les chiffres, en parlant d'abord de plusieurs milliers contre plusieurs milliers, puis de 500, puis de 200. En tout cas, il décrit des scènes de chaos total. Quand on allait combattre, je me souviens, il y avait cet énorme conflit dans notre ville. Et une banlieue affrontait l'autre. On se rassemblait, quelque chose comme 1 millier d'entre nous, et on affrontait leurs milliers. On se donnait rendez-vous sur cet immense chantier abandonné, on ramassait des bâtons et n'importe quoi qu'on pouvait tenir à la main, des pierres, et on se battait. On renversait des voitures, parfois même des voitures de police, mais c'était normal, tu vois, c'est la jeunesse. En gros, un de nos amis était attaqué par des jeunes de la banlieue voisine, alors on ramenait des amis de nos amis, et ils ramenaient des amis de leurs amis, et c'est comme ça que ça arrivait. Ah, il y avait du monde. Et les autorités savaient même pas quoi faire de nous, elles savaient pas où nous envoyer. Imaginez 500 adolescents, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc ils restaient là, ils regardaient. Au début, ils essayaient de nous séparer, de faire partir tout le monde, mais c'était inutile. Le lendemain, on se donnait rendez-vous, et tout recommençait. Et quand un journaliste, lui posant des questions sur cette partie de sa vie, lui demande s'il a gardé des contacts avec ses anciens amis lorsqu'il a quitté la ville, il répond « Non, parce qu'ils avaient des perspectives limitées. Ils sont limités dans leur manière de réfléchir et ils ne voient pas plus loin que leur territoire, que l'endroit où ils vivent et où ils ont grandi. Tu peux essayer de mettre un paysan sur le trône autant de fois que tu veux, ça restera un paysan. Avec mes anciens camarades, c'était comme ça. » Et son comportement, qui le handicapera toute sa vie par la suite, l'empêche de réussir au lycée et dans ses études supérieures. Mais ça ne l'empêche pas de continuer son entraînement pour les sports de combat. C'est là-dedans qu'il aura le plus de succès dans sa vie professionnelle. Il acquiert au fur et à mesure des années et malgré ses frasques un excellent niveau en sambo, en judo et en boxe anglaise. À 18 ans, il devient champion d'Europe de sambo et il continuera d'accumuler les titres pour devenir 5 fois champion de Russie et 3 fois champion du monde. Grâce au succès de son grand frère dans le monde du MMA, il obtient même directement la possibilité de commencer sa carrière dans la plus grande organisation de l'époque, le Pride. Là-bas, il est jeté au lion dès le début, en affrontant les plus expérimentés comme Asuero Silva, qu'il bat par décision, et 3 combats plus tard, les mecs le matchent directement contre Mirko Cro Cop.
Bon, clairement, les gars lui ont pas fait de cadeau. Et il perdra d'ailleurs ce combat par KO d'un high kick du gauche, mais on a envie de dire normal. Néanmoins, il se développe un très solide palmarès et un impressionnant set de compétences. Il affronte des noms comme Josh Barnett, Fabricio Werdum ou encore Sergei Kharitonov. Et un des combats qui le fera le plus connaître est également celui contre James Thompson, qui fera le tour du monde pour une bonne et simple raison, le contraste comique entre les deux combattants lors du face-à-face d'avant-combat, entre un Thompson tellement bouillant qu'il en tremblait de nervosité et un Alex aussi mou qu'un chamallow. Mais mou ou pas, ça ne l'empêchera pas de terminer son vis-à-vis par KO au premier round, par son anglaise précise, rapide et dévastatrice. Immensément talentueux, peut-être même plus que son frère en termes de talent pur, il impressionne les observateurs par la dextérité de ses points qu'il envoie par bourrasque. Et encore aujourd'hui en MMA, il est rarissime de voir des poids lourds réussir à faire ce que Alex faisait dans son prime. C'est tout aussi spectaculaire que la qualité des savons Onae qui sont naturels et made in France. Et celui-là, c'est le Durden, il est incroyable. Malheureusement, le reste de sa carrière sera beaucoup plus trouble que ses débuts ne pouvaient le présager. Son passage aux États-Unis sera tué dans l'œuf lorsque les commissions athlétiques découvriront qu'il était atteint d'hépatite, ce que lui-même s'était visiblement bien gardé de dire, et on ne saura jamais si c'était l'hépatite C ou B, mais en tout cas une chose est sûre, ils l'empêcheront de combattre purement et simplement sur le sol américain. Et effectivement, quand on sait que la maladie se transmet par contact avec le sang ou les sécrétions, ce serait un très mauvais bail de participer à un combat avec notre protagoniste. Parce que si jamais il arrive à te caler des coudes en ground and pound, si les coups ne te finissent pas, l'hépatite, elle pourrait bien s'en charger. Il fera donc sa deuxième partie de carrière en Russie, privé des plus gros circuits, mais là encore tout ça va être très sérieusement ralenti par ses problèmes hors de la cage, cette fois beaucoup plus sérieux. En mai 2015, il est condamné à plusieurs années de prison pour avoir volé le passeport de sa femme de ménage pour l'empêcher de s'enfuir, l'avoir séquestré, l'avoir forcé à prendre des substances et l'avoir violé. Et pourtant, malgré la gravité du crime, il ne passera que 2 ans et demi derrière les barreaux. Il fut également accusé d'avoir frappé un homme âgé dans un bar, d'avoir été violent avec d'autres passagers lors d'un vol en avion. Avant qu'il ne les recouvre, il exhibait également des tatouages correspondant théoriquement à un passage dans la mafia russe, mais il niera toujours, disant qu'il avait fait ces tatouages, on cite, en tant que hobby. Il affirmera également avoir chassé un ours et l'avoir tué avec un couteau, ce qui laisse quand même très sceptique encore une fois. Et suspecté de faire partie de groupes nationalistes, il est dans le même temps proche du dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov. Et malgré son passage dans un monastère pour essayer de retrouver le droit chemin et cuisiner des brioches, qui par contre faut avouer ont l'air incroyables, l'illusion est à jamais perdue. Alexander Emelianenko est un homme à fuir à tout prix. Un de ses anciens adversaires, que Alex avait battu, la légende russe et ancien membre des forces spéciales doublé d'un combattant émérite, Sergei Kharitonov, pourtant ami de son frère Fedor, dira même de lui « Ce mec est une erreur de la nature. L'endroit idéal pour ce genre de personnes, c'est la prison. » Ajoutant même avec un humour typiquement slave, la seule manière qu'il a aujourd'hui de mettre des gens KO, c'est avec ses relents d'alcool. Sa carrière et sa vie auront donc été un incroyable miroir de celle de son grand frère. Tout à l'opposé ou presque, c'est comme s'il avait cherché à s'éloigner au maximum de l'ombre de celui auquel tout réussissait. Et par rapport auquel les gens n'auront pas arrêté de le comparer depuis sa plus tendre enfance. Les frères que tout aura opposé dans leur vie, Caïn et Abel, Fedor et Alexander. Voilà, c'était les anecdotes du père Rusty sur Alexander Emelianenko. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément et mettez un pouce bleu. Et puis dites-nous sur qui vous voulez qu'on fasse les prochaines anecdotes. Prenez soin de vous, à la prochaine et ciao.